madame. Pouvez vous présenter un peu auprès de la population, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes, C'est Monsieur Freddy Ilunga Kadiata, membre de l'UDPS. membre de l'UDPS, citoyen congolais. Monsieur Freddy, il y a déjà quelques jours, l'État congolais avait signé un accord avec le Rwanda, qui a été officiellement signé en présence du président Trump. Comment est-ce que vous avez trouvé cet accord? Cet accord, c'est d'abord avant tout un tournant diplomatique majeur qui vient consacrer les efforts diplomatiques engagés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019, a, n'est-ce pas, ouvert le pays à l'extérieur et a travaillé activement par des actions diplomatiques visibles pour remettre notre pays sur la scène internationale. Oui, ce que nous avons remarqué, ça, c'est l'une des accords, encore parce qu'il y en a eu beaucoup d'accords, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Preuve en est que même après, à la veille de la signature, on a vu le Rwanda qui a encore agressé la RDC. Alors, l'accord, il y a l'agression. Qu'est-ce qui se passe? La population se pose des questions. Est-ce qu'il y a eu du sérieux? C'était du théâtre ou quoi là? Parce que la population ne comprend pas. En fait, l'accord devrait faire à ce qu'on puisse cesser avec cesser avec l'agression, mais on sent que ça s'est encore amplifié, donc on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Je préférerais d'abord commencer par remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes ici dans une situation d'un agresseur qui, pendant 30 ans, s'est habitué à créer des rébellions répétitives qui viennent envahir l'Est de notre pays, à créer des situations de chaos à travers lesquelles il trouve son essence, son équilibre sur des prétextes fallacieux, dont notamment celui évoqué sur un prétendu soutien des FDLR par notre gouvernement, qui d'ailleurs à plusieurs reprises et envers et contre tous a démontré clairement qu'il était prêt à les éradiquer. Cet accord ne devrait pas être une source de désespoir pour notre peuple, mais plutôt une source d'espoir. Il y a eu d'autres accords qui ont été signés précédemment, mais celui-ci a toute sa différence. Pour preuve, celui-ci a été signé directement avec le président américain, avec d'autres chefs d'État africains comme témoins. Ces textes, ce sont des engagements. Et toutes les parties sont tenues de respecter ces engagements. En revanche, vous allez remarquer que déjà à la veille de la signature de cet accord, comme dans ses habitudes, M. Kagame, par l'entremise de son armée, s'est livré à une offensive militaire de grande ampleur et même à des bombardements à l'arme lourde depuis la ville rwandaise de Rurambo sur nos troupes engagées à la protection de la ville d'Uvira. Fort malheureusement, le déroulement de la situation a fait que nos troupes ne savaient plus tenir la position. C'est une question tout à fait militaire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Du haut des plaines, ils étaient bombardés et comme nous le savons, nous n'avons pas la culture du sang, nous sommes un peuple pacifique. Notre armée a dû effectuer un repli stratégique afin d'éviter des morts inutiles, afin d'éviter un bain de sang dans Uvira, parce que l'ennemi, comme à ses habitudes, verser le sang ne devrait pas constituer un problème pour lui. Donc, il poursuivait sa campagne de bombardement inouï sur des populations civiles. Pour ce qui est de cet accord, l'accord finira par être respecté. M. Kagame, certainement entêté par un groupe de lobbies internationaux et des néoconservateurs qui l'ont porté au pouvoir, continue à nourrir l'ambition de pouvoir conquérir un pays aussi grand comme le nôtre et que cela se fera en toute tranquillité. Mais je crois qu'il s'est trompé d'époque parce que la situation va très vite évoluer. Pensez-vous que la communauté internationale joue pleinement son rôle dans la résolution de cette crise? La communauté internationale a un rôle plutôt de responsabilité. Dans une crise comme celle-ci, nous avons tous suivi hier
au Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, la France et d'autres pays du monde ont pris clairement position et ont démontré l'implication directe de l'armée rwandaise sur le conflit à l'Est. Mais nous n'aimerions pas que ces déclarations se limitent dans des grands salons. Nous aimerions que ces déclarations puissent se traduire par des actes. Que la communauté internationale prenne ses responsabilités en sanctionnant clairement le régime totalitaire de Kigali, dirigé par M. Paul Kagame, qui continue à endeuiller des populations, qui crée une crise humanitaire importante, comme peut-être l'Afrique n'en a pas connu la dernière décennie. Donc, la communauté internationale devrait aller au-delà des condamnations et prendre des mesures fortes, des sanctions économiques, des embargos sur l'armement sur le gouvernement rwandais. Ça nous écoeure aujourd'hui de voir que l'Union européenne, qui défend des valeurs démocratiques, qui défend des valeurs de liberté, qui défend des valeurs de droits humains, continue à entretenir des accords, des soutiens, que ce soit sur le plan militaire ou des accords miniers illicites avec le régime de M. Paul Kagame. Ça, c'est, je crois, une partie qui mérite quand même à être soulignée et il faudrait qu'il y ait une évolution significative de ce point de vue-là. La question encore de savoir, parce que la population se pose tellement de questions sur le repli stratégique de RDC, parce qu'à tout moment, on a commencé à Goma, il y a eu un repli stratégique, on a récupéré Goma, et aujourd'hui on va encore ouvrir toujours même la même chose. On ne sait pas, on risque de tout perdre le Congo comme ça à cause des replis stratégiques. Qu'est-ce qui occasionne tout ça? Pourquoi notre armée n'arrive pas à se battre et à conquérir et puis faire en sorte qu'on puisse finir avec cette guerre? Ben, ma réponse à la question sur les replis stratégiques, je ne suis pas expert des questions militaires. Je laisserai peut-être les experts des questions militaires s'exprimer avec beaucoup de compétences sur cette question. Toutefois, il faut que l'on puisse poser les faits. Les replis stratégiques de notre armée ne sont ni un aveu de faiblesse, encore moins une abdication à un combat qui aujourd'hui s'avère être existentiel pour notre peuple. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 mènent généralement des campagnes de bombardement massifs autour des grandes agglomérations. Et en minimisant totalement les dommages collatéraux, notre armée prend des mesures pour protéger notre peuple. En se repliant, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Notre armée se replie parce que si elle décidait d'engager les combats dans des grandes agglomérations comme Goma, Uvira, Bukavu, on aurait dénombré des centaines de milliers de morts avec tout ce que cela pourrait entraîner. Je crois, de mon point de vue, que cela ramène notre armée à la raison. Mais il y a aussi un autre point qu'il faut souligner. Notre armée n'est pas aussi faible que l'on aimerait le faire croire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes nos forces de défense, surtout pour les unités engagées actuellement face à l'ennemi. Avec courage et bravoure, ils tiennent les lignes dans des conditions parfois tout à fait difficiles. Aujourd'hui, l'armée rwandaise bénéficie d'un soutien de renseignement très fort dans le réseau international. Je ne rentrerai peut-être pas dans ces détails. Quand vous vous battez comme dans un jeu vidéo et puis où vos positions sont directement révélées, c'est-à-dire que le combat ne se joue pas de manière équitable. Le Rwanda bénéficie d'un soutien énorme en termes de renseignement. Mais aussi, il faut souligner quelque chose. Une armée ne s'est bâtie pas comme une équipe de football. Une armée, elle s'est bâtie sur plusieurs décennies. Or que nous remarquerons que les 25 dernières années, il n'y a eu aucun effort concret dans la construction de notre outil de défense. L'ancien régime qui, plus tard et aujourd'hui, ce n'est plus un secret, il faut le dire, il faut que l'on dise les choses clairement, était un régime circonstanciellement mis en place par des forces hostiles à notre pays, dont notamment le Rwanda. C'est un système politique circonstanciellement mis en place qui ne s'est consacré qu'à construire une garde prétorienne et s'assurer de maintenir notre armée sur le seuil de la défense,
Donc, dans sa composante aérienne, il n'y a pas eu d'actions concrètes qui ont été faites de ce côté. On a besoin d'avoir des avions de supériorité aérienne, des hélicoptères d'attaque au sol, des hélicoptères de transport des troupes, des avions de logistique. Tout ça, ça n'a pas été fait. Et nous pensons qu'avec le potentiel de notre pays, ceci n'est pas un fait du hasard. Ça peut nous pousser à des conclusions telles que ce système mis en place par le Rwanda à la tête de notre pays à l'époque était justement là pour des finalités comme celle-là. Dans sa composante maritime, rien n'a été fait de ce côté, et même dans sa composante terrestre. En termes de commandement, là encore, il y a beaucoup à dire. Nous avions un commandement militaire où il y avait toutes les réalités que nous connaissons qui étaient généralement dues à des processus, des brassages mal encadrés ou entretenus même avec des personnes issues des différentes rébellions, des rébellions successives. D'autres n'ont peut-être pas suivi correctement leur académie militaire, ce qui venait désarticuler et même fragiliser notre outil de la défense. Et pendant 25 ans, ça a été fait de cette façon-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque l'armée rwandaise se donne les moyens d'organiser des attaques comme celles que nous avons actuellement sur le territoire congolais, c'est qu'ils ont, j'estime et je pense, un certain nombre peut-être d'éléments qui les confortent à se comporter comme ça. Mais il faut signaler que cette situation ne restera pas telle qu'elle. Actuellement, avec le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, plusieurs efforts sont engagés pour construire une armée professionnelle, mieux outillée. Les efforts sont en train d'être faits et nous sommes très avancés de ce côté, s'il faudrait que nous disions des choses comme ça, mieux qu'il y a peut-être 25 ans à 30 ans. Et nous restons confiants que notre outil de défense continuera à prendre en maturité et que davantage de compatriotes accepteront de rejoindre nos forces armées parce que des efforts sont faits pour mieux les équiper, pour mieux les traiter et que les choses se passeront nettement mieux et que nous pourrons également parvenir à traiter des menaces comme celles que nous avons actuellement beaucoup plus rapidement avant de subir des peu difficiles comme celles que le pays a connues à un certain moment. Quel rôle la société civile, le jeune et les médias devraient-ils jouer dans ces contextes? Dans un contexte sécuritaire préoccupant comme celui-ci, il faudrait d'abord que tout citoyen congolais réalise qu'il s'agit ici de l'avenir de notre pays, du droit de notre pays d'exister en tant qu'État-nation. C'est une guerre existentielle. Dans un contexte comme celui-ci, les médias congolais devraient jouer un rôle particulier, mais un rôle déterminant. C'est lui d'informer la population congolaise. C'est lui de réveiller la population congolaise, de la sensibiliser à la défense de son pays. Parce qu'on n'a pas un deuxième pays, on n'en aura pas un deuxième. Si nous perdons celui que nous avons, on ne pourrait pas prétendre en avoir un autre, au-delà de celui-ci. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que parmi les armes utilisées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 notamment, c'est d'abord la désinformation. Parfois, ils annoncent avoir pris une ville avant même de l'avoir prise. Et nous sommes heureusement étonnés de constater qu'une certaine presse motivée et orientée vers les intérêts de l'ennemi relaye rapidement ses propos, ignorant l'impact psychologique que cela a sur notre peuple, sur la population habitant ces entités et même sur nos forces de défense qui sont sur les lignes de front. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais c'est vraiment des actes antipatriotiques qui nécessiteraient que l'on puisse sensibiliser davantage des professionnels des médias que vous êtes à plus de responsabilité, à comprendre l'enjeu, à comprendre qu'il s'agit ici de l'avenir de notre pays qui est en jeu, d'orienter la communication, de couper les voies de communication de l'ennemi et de donner une plus meilleure communication. Notre jeunesse doit rester éveillée. Notre jeunesse doit être capable de démêler le vrai du faux. Parce qu'aujourd'hui, cette presse orientée exalte de manière
assez étonnante, c'est des forces ennemies sur le territoire congolais, ignorant que ces actions-là viennent mettre à mal l'avenir de notre pays. Ces actions devraient à un moment donné cesser et on devrait passer à une... Donc j'estime que notre jeunesse devrait rester éveillée et n'est pas se laisser distraire par les discours que porte l'ennemi. Ici, il s'agit de l'avenir de notre pays. Il ne s'agit pas du tout d'un combat contre un individu. Nous sommes en démocratie. Tout le monde a la liberté d'exprimer son opinion politique, d'apprécier tel ou tel autre courant politique, mais cela ne peut se justifier par un quelconque soutien à un ennemi. Parce qu'aujourd'hui, certains essaient de nous donner la logique selon laquelle, écoutez, nous soutenons que les Rwandais envahissent notre pays, tout simplement parce que nous n'aimons pas telle ou telle autre politique. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'ennemi qui vient, l'étranger qui vient, ne vient pas pour leur bonheur. L'étranger qui vient après avoir occupé les territoires tue des compatriotes. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a des familles tout entières qui sont déplacées. Et il y a des Congolais qui sont même poussés à aller vivre ailleurs, comme apatrides, parce qu'ils ont fui la guerre. Et lorsque l'ennemi vient, il est préoccupé d'abord par piller. La motivation de M. Paul Kagame sur notre territoire, c'est d'abord, avant tout, des velléités expansionnistes de son territoire. Et deuxièmement, et même le plus important, c'est d'abord, avant tout, de mettre la main sur nos minerais qui l'intéressent pour développer son économie. Alors, pour ces compatriotes qui trouvent leur logique en disant autant mieux que le Rwandais vienne plutôt que nous ayons à traiter des problèmes entre nous, je ne sais pas si M. Paul Kagame leur a dit qu'avant d'exploiter notre sous-sol, il commencera par leur donner leur part du gâteau, ce qui n'est pas très évident. Donc, je crois qu'il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse plutôt véhiculer des messages patriotiques, que l'on mette notre patriotisme en avant et que l'on se dise qu'il ne s'agit pas ici de défendre tel ou tel autre courant politique, mais plutôt de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Mais ces Congolais-là, peut-être, ils en ont peut-être ras-le-bol, parce qu'ils se disent qu'on soutient aujourd'hui l'armée ou on soutient le gouvernement Tshisekedi, mais à la fin, il y a toujours des déceptions. On voit, il y a peut-être ville qui tombe, de quoi l'armée ne se bat même pas, ils fuient, parce qu'il y a des images comme ça qui passent, qu'on se dit, préférence qu'ils viennent. Non, non, ça c'est... Je ne veux pas avoir de réflexion capitulaire, encore moins défaitiste. Lorsqu'un étranger envahit votre pays, vous ne capitulez pas face à l'ennemi. Vous lui résistez. Et la jeunesse congolaise doit résister à l'ennemi, par tous les moyens que ce soit. On doit résister à l'ennemi. Parce que si nous perdons nos terres, nous perdons notre pays. On doit résister. Il n'existe pas de ras-le-bol, encore moins... mais lorsque vous avez ras-le-bol de vos compatriotes, à cause de leur modèle de gouvernance, en toute liberté, vous pourrez ne pas apprécier le modèle de gouvernance, mais il y a des mécanismes en démocratie qui vous permettent de contester un modèle de gouvernance. Et ça passe par les élections. L'action politique que vous menez. Vous mobilisez le peuple, vous appelez à voter pour vous, vous lui expliquez que bon, tel autre modèle de gouvernance a failli, voici là que nous réussirons, là que eux ont failli, ainsi on y va. Maintenant, si on ne sait pas s'exprimer en toute liberté comme la démocratie l'exige, on ne va pas aller se retrancher dans des actions subversives comme le soutien à l'ennemi, encore moins rejoindre l'ennemi. On se dit, non, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, baya kaka, mais ceux qui baillent, qu'est-ce qu'ils vous donnent, vous, en retour? Donc, on ne peut pas aujourd'hui soutenir le fait que notre pays soit occupé, qu'un ennemi ou un étranger vienne envahir notre pays pour piller notre sol et notre sous-sol, que l'on l'applaudisse sous prétexte qu'on a échoué. Non, même chez vous à la maison, ce n'est pas parce que
Papa n'a peut-être pas ramené le poisson que vous attendiez en fin de journée, que vous allez dire au voleur de venir vous cambrioler. Parce qu'après qu'il vous ait cambriolé, il n'aura rajouté que le malheur à celui que vous êtes en train d'annoncer. Donc, nous ne pouvons pas justifier ça de cette manière. Davantage, on doit être patriote. On doit être patriote, on doit aimer ce pays. Aimer ce pays, c'est le défendre. Aujourd'hui, le peuple congolais devrait se tenir vent debout face à cet agresseur rwandais qui avance à grands pas et qui a nourri aujourd'hui des appétits de venir envahir régulièrement notre pays. Nous devrons lui résister et dire non. Ce mouvement de rébellion tel qu'il est annoncé, il apparaît aujourd'hui définitivement que c'est une coquille vide, un mélange des Congolais frustrés et d'autres personnes achetées qui euh, se mettent ensemble pour essayer de donner une image congolaise à la rébellion, alors que nous savons qu'il s'agit d'un mouvement étranger de prédation et de pillage des ressources de notre pays. Je crois qu'en ce qui concerne les aspects tribaux, on ne devrait pas surfer sur ce terrain-là. C'est vraiment un terrain glissant. En dehors du levier de communication que l'ennemi utilise aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a carrément une frange de médias dont nous avons l'impression que la plume est directement engraissée depuis Kigali. Sur les questions tribales, c'est également aussi une arme qu'utilise l'ennemi. On nous a annoncé qu'il y avait une frange linguistique de notre pays qui serait stigmatisée, voire même pris pour cible dans Kinshasa. Ce qui n'était pas du tout le cas parce que, voilà, c'était une invention pure et simple de l'ennemi qui envoie ce venin dans la population afin de davantage diviser. La stratégie d'un ennemi, quand il vient dans votre maison et qu'il aimerait vous détruire, il commence d'abord par vous diviser. Il vous divise pour mieux régner sur vous. Et il l'envoie. Maintenant, pour ceux qui s'agrippent directement à ces discours de séparation, des discours de stigmatisation de l'autre basés sur sa région ou encore sur sa langue, ça vient encore davantage servir les intérêts de l'ennemi. Donc le peuple congolais devrait plutôt faire preuve de beaucoup de responsabilités sur ces genres de questions qui sont d'une sensibilité extrême. Éviter par exemple dans les milieux publics de véhiculer des discours qui tendent à exclure les uns, à exclure les autres, ou encore à stigmatiser les uns, que ce soit sur leur langue, sur leur appartenance tribale, géographique, faciale ou quoi que ce soit. Toutes ces considérations-là ne devraient pas, en tout cas, constituer des éléments sur lesquels nous construisons l'amour entre Congolais. Aujourd'hui, nous avons besoin de réconcilier les Congolais d'abord avec eux-mêmes et entre eux. Parce que ce combat pour la défense de l'intégrité de notre territoire passe également aussi par l'unité. Si l'ennemi qui vient nous trouve unis, rassemblés dans la diversité de clivages dans lesquels nous pourrons être composés, je ne pense pas qu'il aura une tâche facile à nous envahir. Donc, c'est très important de davantage initier des campagnes comme celle-là, des campagnes d'unité et de non-exclusion des Congolais entre eux. Il faut plutôt enseigner l'amour du prochain, l'amour à la patrie. Et ce n'est que comme ça que nous allons gagner. Le dernier mot, tout ce que je veux lancer et demander à notre peuple, c'est de rester unis, c'est de cultiver l'amour du prochain, cultiver l'amour pour notre pays. Nous encourageons également aussi nos forces de défense qui sont engagées en ce moment sur le front contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui pillent, tuent nos populations. Donc nous demandons à nos forces de rester forts et d'opposer une résistance farouche. Pour la jeunesse congolaise,
nous l'appelons la mobilisation, à rester mobilisés et à barrer la route à toute velléité militaire comme celle que nous connaissons actuellement. Le peuple congolais devrait garder espoir. Nous gagnerons cette guerre parce que notre cause est juste. Nous n'avons jamais créé de guerre sur le territoire d'un autre pays. Nous sommes un peuple de paix. Et la paix finira par triompher. Merci.